l'inamovible Alimal est toujours à son poste pour vous servir. Comment tu vas, mon frère? Pas plus que vous, Dieu fait grâce. Chaque mercredi, hein? En tout cas, c'est un rendez-vous calé. On a signé un contrat avec nos téléspectateurs. C'est un rendez-vous ferme. Fidèle aussi. Merci d'être là. Merci, un plaisir partagé. Il s'appelle Raphaël Wemakonga. Il est cadre au sein de l'Ensemble pour la République, résident à Bruxelles en Belgique. Ensemble pour la République, tout le monde le sait, c'est parti politique cher à Moïse Katumbi Chapwe. Bienvenue, messieurs Wemakongo Raphaël. Merci beaucoup de votre accueil sur ce magnifique plateau de télévision. C'est un réel plaisir de vous retrouver et saluer en même temps le travail que vous abattez jours et nuits pour informer nos téléspectateurs congolais et nos frères de la diaspora. J'espère que l'émission sera de très bonne qualité. Les mots sortis de votre bouche, la diaspora. Est-ce que la diaspora sous les alternances, c'est-à-dire Félix Tshisekedi Tshilombo, est-elle la même que sous les Joseph Kabila Kabange? Les combats restent les mêmes? Peut-on aujourd'hui parler du phénomène combattant? On peut toujours, ça dépend de quel côté on se situe, mais le combat continue à partir du moment où les valeurs sur lesquelles nous nous battons, où nous nous sommes engagés, ne sont pas satisfaits à la hauteur de ce qui était l'espérance de la population congolaise. Certes, il y a eu des changements, mais du niveau substantiel, on n'a pas encore vu ces changements se concrétiser du point de vue de la situation politique, économique, pour ne pas dire le social, comme vous l'aimez bien en parler à Kinshasa. Et j'ai fait pendant quelques jours et je vois dans quelles conditions cette population de Kinshasa est en train de parler. Et de ce fait, nous sommes convaincus qu'on doit toujours continuer à se battre. Le combat doit être toujours permanent jusqu'à ce qu'on trouve le bien-être de cette population qui a longtemps souffert et qui continue encore de souffrir. John, à suivre de près les discours, l'intervention de M. Raphaël, comme s'il se mettait encore dans la peau d'un opposant, parce qu'il dit les combats continuent. Maintenant que vous êtes au pouvoir, pouvez-vous parler encore du combat ou gagner les âmes des indécis qui ne réalisent pas encore le bienfait de votre arrivée au pouvoir? Je voudrais juste vous rappeler, lorsqu'on est venu nous solliciter pour la mise en place de l'union sacrée de la nation. Lorsqu'on est venu vous solliciter. Écoutez, vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas venu. Vous n'êtes pas demandeur. Nous, on n'a pas été. Écoutez, il n'y a pas de secret de polichinelle. Vous savez très bien que notre président a été sollicité et nous sommes venus répondre à cet appel pour sauver la patrie. Il a très vite mordu à l'hameçon. Non, pas très vite mordu à l'hameçon. Je ne sais pas quelle est la substance que vous donnez à l'hameçon pour dire peut-être qu'on était demandeur. N'a pas été alléchant. Non, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Nous sommes quand même venus pour apporter notre contribution. Et je vous rappellerai qu'à ce moment-là, nos collègues ou nos représentants qui sont dans les institutions ont parlé des cahiers des charges. On n'est pas venu pour se livrer à quelque chose qu'on ne connaît pas ni tenait aboutissant. C'est à partir de ce moment-là, je voudrais juste rappeler un fait, notre président avait rappelé, nous allons faire partie de l'union sacrée de la nation, mais nous gardons intacte notre possibilité à dire oui à ce qui marche et dire non à ce qui ne marche pas. Donc nous sommes sur un intérêt de valeur. Le valeur, c'est quoi? C'est le bien-être de cette population. Et tant que la population ne trouve satisfaction, eh bien, vous allez constater, vous allez dire que nous sommes en même temps dans les institutions et dans l'opposition. Mais si vous voulez bien, si la société va bien, peut-être que vous allez nous attendre au moins sur ce terrain que vous considérez de l'opposition. Oui, mais pour embrayer dans le même sens qu'Ali Malé, comment allez-vous répondre à ceux qui pensent que Ensemble pour la République de Moïse Katumbi fait de l'opposition au sein de l'Union sacrée? Mais c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Ouais. On ne fait pas de l'opposition en étant dans l'Union sacrée, mais nous gardons nos valeurs. Nous nous sommes engagés dans cette plateforme ou dans cette structure qui est l'Union sacrée en gardant à l'esprit qu'il y a de valeurs que nous défendons. Nous défendons quoi comme valeur? Que le peuple congolais accède au bien-être. Est-ce que, oui ou non, vous êtes ici avec nous à Kinshasa? Est-ce qu'il y a un bien-être à Kinshasa? Quand vous voyez ce qui se passe. Mais vous savez, vous êtes responsable ou co-responsable de cette situation. Écoutez, la responsabilité. Ça, vous le savez, non?
Écoutez, je peux peut-être faire une nuance. À partir du moment lorsque, par exemple... Vous êtes au gouvernement? Oui, nous sommes au gouvernement, je n'en disconviens pas, mais Ouais. vous rappellerez que nous sommes à Kinshasa et la plupart des décisions, pour ne pas m'exprimer autrement, sont caporalisées au niveau de la présidence. Vous n'avez pas dit qu'Assemble. Vous n'avez pas dit qu'Assemble pour la République est dans la... Mais c'est lui le chef de l'exécutif, après tout. Et qui est le chef de l'exécutif? C'est le président de la République. Mais je pense qu'il y a un chef du gouvernement Oui, qui est c'est le responsable Premier devant ministre. l'Assemblée. Oui. Voilà. Et donc, nous allons peut-être au moment opportun justifier les départements dans lesquels on a mis le membre d'Assemblée et on va faire face à la population au moment opportun. Deux petites préoccupations. Monsieur Raphaël représente la diaspora. Me parle au nom de l'ensemble. Est-ce qu'ensemble est officiellement aujourd'hui suffisamment implanté en Europe? Ça, c'est un des deux. Je reviens sur votre intervention, la récente. Caporalisé. Ensemble de Moïse Katumbi, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quelle structure politique. Vous acceptez de vous faire caporaliser. Pourquoi pas se retirer directement de l'affaire? Je voudrais rappeler une chose, et répondre à votre première question, à votre première préoccupation, qui est de savoir est-ce qu'Assemble est suffisamment implanté en Europe. Ouais. Je peux vous dire par l'affirmative oui. Vous rappellerez que notre président national était, il y a de cela 2 ans, il était au niveau de l'Europe. Et donc, il y a des structures qui sont là, qui sont prêtes à défendre les intérêts de notre parti politique. Et donc, il ne faut pas vous faire de problème. Il y a des sympathisants, il y a des adhérents, il y a des membres et des membres capables de défendre notre projet de société. Et au moment opportun, en 2023, vous aurez un programme de société d'ensemble qui sera mis à la disposition et c'est au peuple de décider qui il veut pour le bien-être, pour le développement de cette nation. À l'occasion de la présentation de votre leader comme candidat président. Exactement, il sera candidat. Pourquoi il ne serait pas, vous vous doutez qu'il ne sera pas candidat? Ok, il sera candidat. C'est pas chaque jour qu'on a un cadre de Ensemble pour la République. Surtout ça. Profitons-en. Bien sûr. Congolité, ou on l'a abusivement appelé loi sur la congolité, mais c'est une modification de la loi sur la nationalité congolaise. Ne peut être candidat président de la République et certains postes, certaines fonctions dites de souveraineté qu'un Congolais né des pères et des mères. Une très belle loi, une très belle initiative, proposition d'abord, mais nous avons vu ensemble pour les changements, se sentir concerné et perturbé, déstabilisé. Prêt même à embraser les pays pour ça. Je ne crois pas du tout, on n'est pas perturbé, on est droit sur nos bottes. Nous sommes des représentants de la population, nous savons ce que nous faisons, nous sommes en politique. Et je voudrais juste vous rappeler que M. Olivier Kamitatou a suffisamment communiqué par rapport à cette question. Qui aussi n'est pas des pères et des mères. Surtout ça. Je voudrais rappeler une chose. Apparemment, les cas sont légers. Oui, surtout au sein de l'ensemble. Je pense que vous avez suffisamment... Ce pays a une histoire. Permettez-moi de rappeler une chose, que la population congolaise doit maintenant s'approprier sa destinée. C'est-à-dire quoi? Il faut interroger l'histoire. Vous vous rappelez que dans ce pays, il y a eu des négociations, en commençant par Lusaka, nous sommes allés à Sun City. Il y a des éminents juristes et constitutionnalistes, des gens qui estiment qu'ils ont la maîtrise de la chose liée à la question liée à la nationalité, qui y ont suffisamment répondu. C'est quoi? La question de nationalité a été résolue et ça se trouve dans la Constitution. Assemble pour la République n'est pas là pour supplier les gens, pour demander une faveur. Mais nous sommes prêts à vous rappeler que la Constitution, nous sommes républicains et les lois de la République doivent être respectées. Donc cette question ne nous concerne plus. Qui est congolais? Vous allez lire la Constitution. Qui est congolais d'origine? Toute personne qui était à la création de cet État, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo, est congolais. Que vous ayez votre mère, votre père, vous êtes congolais. La question, c'est une hérésie de faire croire à la population que parce que vous êtes de père ou de mère, que vous n'allez pas apporter... Il faut être pleinement congolais. Pardon? Il faut être pleinement congolais. C'est qui est pleinement congolais? Pour assurer des pères et des mères. De pères et de mères, parlons-en. On ne veut pas des demi-Dakar. Bon, je peux vous répondre. Je suis résident à Bruxelles. Je suis congolais, ma femme elle est belge, mes enfants sont belges.
Vous imaginez un jour, vous allez demander à mes enfants qui n'ont pas demandé de naître en Belgique, vous dites vous n'êtes pas congolais. Et une mère non congolaise aussi. Non, elle est congolaise. Elle est belge d'origine congolaise. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que ce pays avance ou on doit encore se rabaisser sur des questions, des discussions de caniveau pour évoquer des questions liées à la nationalité? Je ne vais pas faire la publicité de ce monsieur qui a parlé de la congolité, mais il sait d'où il tire ses affirmations. Non, lui n'a pas parlé de la congolité. Et il a parlé de quoi alors? C'est une modification à la proposition loi, de une loi. proposition par rapport aux conditions d'éligibilité, surtout au niveau de certains postes clés de la République. Ah, mais je pense qu'Assemblée pour la République s'est suffisamment bien prononcé sur cette question. Et le secrétaire général, M. Dieudonné Bolinguete, il a été clair. Le jour où on vient avec cette question au niveau de l'Assemblée nationale, oui. vous connaîtrez la position d'Assemblée pour la République. C'est quoi cette position qui ne peut pas être connue à l'avance? Nous assumerons nos responsabilités et s'il faut, je sais ce que vous voulez me Mais faire lors dire. de sa dernière sortie médiatique à Limalé, Moïse Katumbi nous a lâché quelques indiscrétions. Mais c'est quoi ces quelques indiscrétions? Ensemble, C'est les journalistes. va quitter l'Union. Ah ben si c'est monsieur le président national d'Assemblée a prononcé, c'est que croyez-moi que c'est quelqu'un qui respecte sa parole. Et lorsqu'il donne sa parole, il la respecte. Et donc s'il faut partir, c'est une fois de plus pour vous prouver qu'on n'est pas demandeur, on n'est pas venu à l'union sacrée pour demander de poste. Mais nous avons une vision pour accompagner ces pays à accéder au développement. C'est quand même quelque chose qui nous surprend. Quand vous regardez d'autres pays, il suffit juste de sortir ici en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, d'autres pays avancent. Pourquoi on n'avance pas? On doit arrêter cette façon de voir les choses où le Congolais veut l'immédiateté, veut le maintenant. Mais on doit avoir une programmation, une planification et une vision pour conduire ce pays. Et c'est très important. On n'est plus au niveau des discussions qui est congolais, qui n'est pas congolais, ceux qui sont 100% congolais. Est-ce que vous pouvez me dire s'ils ont amené ce pays où? Nous en sommes où avec ce pays qui a été dirigé par des 100% congolais? Non, c'est peut-être aussi que les choses n'avancent pas comme vous le dites là, parce que ceux qui sont au sommet de l'État jouent à la trahison. Vu leur double nationalité, ils mettent leurs intérêts de l'autre côté au lieu de travailler de cœur avec la nation qui l'a accepté. C'est ça aussi le problème. Je crois que le président de la République actuelle, à vous entendre parler, vous estimez, vous insinuez qu'il n'est pas 100% congolais? Moi, je ne sais pas, à moins que vous ayez des révélations. Ah, je n'ai pas de révélation. Moi, je parle de la Constitution et je parle de l'initiative de Noël Tchani que vous refusez de citer sciemment. Une initiative soutenue par beaucoup de Congolais. Surtout l'UDPS, voilà. votre parti allié. Écoutez, si monsieur que vous venez de citer son Monsieur nom... Noël Tchani. Monsieur Noël Tchani. Vous avez une langue lourde. Je ne suis pas venu faire la publicité de ce monsieur que vous parlez. On sent la haine dans vos propos. Je n'ai pas la haine, je suis républicain et je suis prêt à discuter avec M. Tchani. C'est un compatriote congolais. Est-ce que M. Tchani, monsieur est passé ici à la télévision, il a cité mon nom? Pourquoi je dois citer son nom? Je ne suis pas venu faire ça. Non, la circonstance ne s'est peut-être pas encore prêtée. Alors, quand vous serez à la une de l'actualité, M. Tchani n'hésitera pas un seul instant. Je vous encourage à organiser une émission où vous l'appellerez, on discutera ensemble sur des questions liées à la nationalité. Ça viendra. Mais j'ose croire avoir entendu sur le plateau de télévision à Kinshasa que ce monsieur a aussi une nationalité qui pose problème. Est-ce que les journalistes, des éminents journalistes que j'ai, est-ce que vous êtes un peu, vous avez investigué sur cette question pour savoir, parce qu'on nous a parlé d'une ou de plusieurs nationalités qu'il détiendrait ce monsieur? Parce que vous le connaissez mieux que moi. Ça reste à prouver. Hein? Ah, moi je ne suis pas allé. Qui doit prouver de la nationalité? Il a dit que c'est un Congolais des pères et des mères. Ah, écoutez, allez vérifier ça au Kasaï. Sa nationalité ne fait l'ombre d'aucun doute. Il y a que le ministère de la Justice, à travers le certificat de nationalité, qui peut attester de la nationalité de gens. Je veux juste vous rappeler une chose, que dans ce pays, il y a eu des nominations d'un certain Premier ministre qui avait une double nationalité. Vous vous rappellerez de cette question au moins. Ouais. Donc, on ne va pas s'hasarder dans des plateaux de télévision, venir, sinon je peux venir ici et débarquer, dire telle personne n'est pas congolais, telle personne n'est pas congolais. Mais c'est une chose que je voudrais juste clarifier aujourd'hui. Rassurez-vous, M. Moïse Katumbi Tchapwe est congolais. Et vous pouvez compter sur Assemblée pour la République. Mais pourquoi nous ça allons vous dérange? nous assumer. Si Moïse Katumbi est congolais, pourquoi ça vous dérange? Est-ce vous devez soutenir une telle initiative? Est-ce qu'Assemblée pour la République vous a dit que nous sommes dérangés? Mais oui.
Et nous sommes dérangés comment? Moi, je suis là, je vous parle à la cadre de ce pays. Vous vous dérangez parce que vous êtes prêt à quitter les bateaux du gouvernement une fois que cette situation est portée officiellement. Je rappelle encore une fois. Vous considérez en fait cette proposition est une machine pour écarter votre champion de la course, Moïse Katumbi Tchapoué? Je pense que je peux encore revenir un peu en arrière pour vous rappeler l'histoire de ce pays en partant de l'accord de Lusaka, en allant jusqu'à Sun City. Pourquoi nous sommes allés dans ces négociations? Je pense que je ne vais pas refaire l'histoire l'histoire politique de la République démocratique du Congo, mais vous savez que les gens dans ce pays ont été à Sun City et ils ont discuté et on a résolu, on a répondu à cette question. Donc la question de la nationalité, je le répète encore une fois, a été clairement résolue dans les accords politiques et coulée sur notre constitution. Et c'est de là que j'affirme avec force que M. Katumbi, il est congolais. Et donc, si monsieur que vous venez de citer estime qu'il n'est pas congolais, c'est à lui de nous prouver. Une préoccupation, John. Le débat est tellement intéressant avec M. Wema. Konga Raphaël. Est-ce qu'il faut attendre? Parce que par cette initiative que l'UDPS soutient farouchement, avec cœur, vous vous sentez déjà lésé dans une moindre mesure et vous promettez d'officialiser votre position une fois que la proposition devient officielle. N'est-ce pas là déjà une sorte de trahison qui risque d'exposer l'ensemble et pourquoi pas directement ne pas continuer la route avec l'UDPS, avec l'Union sacrée, au lieu de faire semblant, alors que vous avez affaire à un partenaire qui ne compte plus totalement sur vous? Je ne sais pas si vous détenez des informations quand vous dites que la direction de l'UDPS s'est prononcée ou soutient la proposition de ce monsieur que vous avez cité tout à l'heure. Je ne crois pas. Le moment vous oubliez de temps en temps les noms, c'est Tchani. Noël Tchani, on vous les rappelle. À ce que je sache, il n'est pas membre de l'UDPS. Parce que vous parlez de l'UDPS. Ok. Alors, clarifions les choses. Le jour où l'UDPS prendra aussi le courage de nous dire que nous soutenons cette initiative, qui n'est même pas encore, permettez-moi de vous dire, ce n'est pas encore une loi. C'est une proposition qu'il a menée, qui a été endossée par un député illuminé que je peux peut-être considérer, je ne sais pas sur quelle base, s'il a compris, parce que le jour où il est allé à l'Assemblée nationale, j'avais l'impression qu'il ne comprenait même pas, parce que j'avais attendu qu'il était habillé en gilet pare-balles. Est-ce qu'à République démocratique du Congo, quand un député prend l'initiative de porter une loi... Non, il y a eu des menaces de mort. Hein? Qui l'a menacé de mort? Ses collègues députés. Ses collègues députés. Oui. Mais quand il a été déposé, est-ce qu'il a été... On a tenté à sa sécurité, il a été menacé? Est-ce que c'est un péché de porter les gilets pare-balles? Est-ce que c'est un péché? Alors, quand vous prenez toute ces ramifications, vous posez la question de l'utilité ou de l'opportunité de cette... je ne considère même pas que c'est quelque chose qui va intéresser le Congolais. Ce qui intéresse le Congolais aujourd'hui, ça fait plus de 2 semaines que je suis à Kinshasa, permettez-moi de vous dire, je vois dans quelles conditions cette population est en train de souffrir. Le social, on a tout vanté, on nous a dit ici, je voudrais encore vous rappeler, c'est le slogan du parti cher au président de la République. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Mais j'ai l'impression que même au sein de cette formation politique alliée de l'Union pour la Nation et l'Union sacrée, il se pose des questions si c'est vraiment le peuple d'abord. Je vous laisse en déduire si le peuple trouve son compte. Ensemble aussi se pose cette question-là. Je n'ai pas dit qu'Ensemble se pose la question, mais je reviens par rapport à ce qu'il Parce qu'Ensemble est membre du gouvernement. Oui. Est-ce qu'Ensemble peut se poser une question? Mais par conséquent, responsable du bilan de Félix Tshisekedi. Ensemble a des départements spécifiques. Permettez-moi de faire peut-être un chapeau à notre ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Ouais, vous en avez beaucoup. Hein. Oui. Voilà, vous voyez. Ministère de postes clés. Ministère des Transports. Ah ben écoutez, Affaires étrangères. Ces responsables politiques auront
à présenter un bilan par rapport au département Et c'est aussi le gouvernement de Félix Tshisekedi qui les a été confiés. Oui. Je n'ai pas bien compris votre question. Non, si aujourd'hui Félix Tshisekedi échouait, y compris les ministres de l'ensemble, s'il réussissait, c'est aussi leur victoire. L'échec est général. Voilà. Mais vous ne tenez pas le même discours que ce que les gens de l'IDPS se tiennent, parce qu'ils ont dit qu'ils ont perdu 2 ans. Parce qu'il faudrait alors, si c'est dans cette optique-là, il faut partager aussi le bilan avec le FCC, si je comprends bien. C'est ça. Oui. Donc la responsabilité, on va partager. Il y aura 2 paires de manches. 2 paires de manches. Voilà. Ah ben écoutez, au moment opportun, vous connaîtrez le bilan des responsables des assemblées qui avaient en charge de chacun dans ses responsabilités des départements. Et qui travaillent sous le leadership de Félix Tshisekedi. On n'en disconvient pas. Oui. Le président de la République, voilà. Il est le chef de l'État de cette nation. Vous comprenez? Dans leur réussite, c'est aussi la réussite de Félix Tshisekedi. Mais prenons le cas, vous dites, je comprends très bien ce que vous dites, que la réussite de l'IDPS... Non, la réussite des ministres estampillés ensemble, oui. C'est aussi la réussite de Félix Tshisekedi. Ah ben, donc, et si l'échec? L'échec, c'est aussi l'échec de Félix Tshisekedi. C'est automatique, vous assumez. On ne peut pas les dissocier. Mais nous sommes à Kinshasa, et vous savez très bien cette formation politique, l'IDPS, comment ils considèrent la gestion de cette République. Ils vous disent qu'ils sont en train de solliciter. Ils vont solliciter évidemment un 2e mandat pour le président. Ils ont dit qu'ils auront un bilan à présenter. Donc vous n'allez pas quand même demander à l'Assemblée pour la République de défendre un bilan qui a été par exemple les 2 ans avec le FCC pour que nous soyons responsables. Non, soyons sérieux. À partir du moment, et je répète encore, il y a des départements spécifiques que les ministres d'ensemble sont en train de gérer. Et au moment opportun, on aura à donner le bilan à la population. Et c'est à la population de s'actionner si le bilan était positif ou négatif. Donc pour l'ensemble de la République, l'ensemble pour la République, on est ensemble dans le gouvernement, mais on n'est pas aussi ensemble. Au début de cette émission, je vous ai rappelé que quand le président national de l'Assemblée pour la République, Moïse Katumbi Tchapwe, est venu, il a été clair. Nous soutenons, nous sommes d'accord sur des initiatives ou des réalisations qui sont concrètes, mais nous gardons notre liberté de nous exprimer sur des questions qui ne vont pas dans la bonne direction. Voilà, c'est du pragmatisme politique et c'est de l'élégance politique. Ça ne sert à rien. On a assisté dans ce pays avec des gens, même si ça n'allait pas, c'était des dialélos, on applaudissait, que tout va bien. On a vu des gens ici, Totondi, on a noté, mais en réalité, les gens étaient déjà rassasiés parce que la politique était quasi quelque chose que les gens ne supportaient plus. Et donc, nous assumons en disant, nous sommes prêts à valider de propositions des secteurs dans lesquels nous sommes prêts à apporter notre expertise, nous y sommes. Si ça ne va pas, vous allez nous attendre et on va s'exprimer clairement. Et c'est un caractère républicain et nous nous assumerons. Je rappelle que nous recevons Wemakunga Raphaël. Il est cadre de Ensemble pour la République, résident à Bruxelles en Belgique. C'est donc un Congolais de la diaspora. Monsieur Raphaël Wemakunga, le président de la République, Alima vit quasiment entre 2 avions. Depuis qu'il est là, toujours en quête du bonheur du peuple congolais. Vous qui vivez à l'étranger, pensez-vous aujourd'hui que sur le plan investissement, le Congo se porte bien, si pas mieux qu'hier? Écoutez, je vais prendre un peu ma casquette. Vous des déplacements du chef de l'État? Écoutez, je reste sceptique et malheureusement, je n'ai pas toutes les informations à ma possession pour affirmer ces choses. Par contre, il y a une chose sur laquelle je voudrais dire, les investisseurs viennent lorsqu'ils ont la capacité de faire des affaires dans un environnement qui est stable. Et quand vous regardez ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui se passe à l'est de la République, je me pose la question. Et connaissant le caractère méticuleux des investisseurs européens, est un animal pérou. Je me pose la question s'ils sont venus. Maintenant, c'est vous qui dirigez l'émission, je ne vais pas me permettre de vous poser des questions, mais observons une chose, vous êtes à Kinshasa, ça fait presque 3 ans que le président de la République est en fonction. Est-ce que vous avez vu Microsoft débarquer à Kinshasa? Est-ce que vous avez Pourquoi seulement Microsoft? J'ai donné, citez-moi un investisseur sérieux qui est arrivé dans ce pays.
Moi, je suis à Bruxelles et je peux vous parler que toutes ces entreprises-là, des sociétés cotées au niveau de la bourse à Bruxelles, à Paris, à Washington, je n'ai pas encore vu une société qui a débarqué ici à Kinshasa. Donc, ça pose la question de la réorientation politique. Est-ce que le choix qu'on a fait est judicieux? Est-ce qu'on a mis suffisamment de la crédibilité pour attirer les investisseurs? Parce que ce que nous attendons de ces investisseurs, ils disent que le climat des affaires n'est pas propice au Congo. On nous dit que c'est un environnement inondé de taxes, inondé des impôts. Alors, vous croyez que les gens qui veulent faire des affaires, ils vont prendre les risques de venir ici investir au Congo et se retrouver demain, je ne sais pas s'il y a des sociétés d'assurance, qui va garantir des investissements? Prenons un exemple, quelqu'un qui va investir 1 milliard de dollars ou d'euros à Kinshasa, mais il faut sécuriser ça. Il faut donner la substance. À partir du moment lorsque nous voulons, il faut que nous arrivions à un moment donné à crédibiliser nos institutions, à être sérieux. Et lorsqu'on sera sérieux, vous allez voir les investisseurs débarquer. Pour répondre à votre question, est-ce que depuis les 3 ans ici, il y a des investisseurs européens ou américains? Les chefs de l'État bougent trop. Il bouge trop, peut-être c'est la liberté du président, vous savez, il a la liberté de bouger, mais me poser la question de savoir est-ce qu'il y a des retombées. Je ne saurais pas vous répondre parce que, objectivement, je pense en interrogeant la population qui a tout, je ne crois pas. Je ne crois pas pour le moment. Peut-être que ça va venir. Mais aujourd'hui, me dire qu'il y a le fruit du déplacement du chef de l'État à l'étranger, il faut me prouver. Je suis encore sceptique et je reste encore dubitatif pour affirmer ici avec certitude que les déplacements du chef de l'État ont apporté quelque chose de substantiel dans ce pays. Qu'est-ce qui justifie votre scepticisme par rapport aux retombées des déplacements du chef de l'État? Et c'est la souffrance, et c'est la misère que j'ai vue à travers la population de Kinshasa. Mais cette souffrance ne date pas d'aujourd'hui. Ah voilà, Raphaël la souffrance ne date pas d'aujourd'hui, je suis fait d'accord. Mais on a organisé les élections dans ce pays. Et les élections, on a dit, on voulait un changement. Le ministère du Plan appartient à l'ensemble. Je crois que dans ses attributions aussi, il lutte aussi contre la pauvreté à travers la planification. Ne dites pas ça. C'est le bras du gouvernement pour la lutte contre ne dites pas ça. À ce que je sache que le ministre du Plan... ensemble ne font rien. Non, à ce que je sache, je pense que... En passant par les ministères des Affaires étrangères qui ne va pas bien l'image du pays à l'extérieur. Voilà. Alors, je ne sais pas, M. John a tout à l'heure fait une parenthèse en disant que la situation dans laquelle la population se trouve ne date pas d'aujourd'hui. Tout à fait. Mais je voudrais vous rappeler qu'on a eu des élections. Alors, ça a servi en quoi des élections? Parce que hier, on a dit, on a déploré... Le mal est profond, il ne faut pas non plus s'attendre au miracle du jour au lendemain, monsieur. Mais écoutez, quand on aspire à gouverner, à assumer des hautes responsabilités, je pense qu'on se prépare. On ne peut pas quand même se permettre... Tu n'es pas un magicien. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Et je salue les efforts du chef de l'État. Mais pour vous répondre à votre question, vous m'avez demandé, avec pragmatisme, est-ce qu'il y a des retombées de ces déplacements? Moi qui vis à l'étranger, je peux me poser la question, je dis, je n'en vois pas grand-chose. Vous qui êtes à Kinshasa, peut-être pouvez me dire le contraire. Les lignes bougent. Les lignes bougent. Dans quel secteur, par exemple? Mais vous êtes mieux placé parce que vous représentez ensemble à l'extérieur, ensemble au niveau national, doit suffisamment vous armer, vous informer pour mieux défendre à vous entendre parler, j'ai l'impression que c'est Assemble pour la République qui dirige ce pays. Il est membre actif du gouvernement. Et vous savez très bien... Avec des ministères clés. Lesquels, par exemple? On n'a pas la finance. Affaires étrangères, plan, transport... Et à ce que je sache, on n'a pas le ministère des Finances. Donc vous avez souhaité avoir aussi le ministère des Finances pour mieux travailler? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je ne veux pas dire de vérités ici qui ne sont pas vérifiables. Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai juste rappelé que Assemblée pour la République n'a pas le ministère de Finances, n'a pas le ministère de l'Économie. N'a pas le ministère du Budget. Il faudrait qu'on définisse ce que vous appelez ministère clé. Je vous donne un exemple. Les affaires étrangères ne sont pas un ministère clé. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous savez, en Belgique, en termes d'hiérarchisation des ministères, le ministère des Affaires sociales et de la Santé est un ministère prédominant.
Ici, quand on parle de ministère, vous allez citer le ministère des Affaires étrangères. Mais en Belgique, le ministère de la Santé et des Affaires sociales, par exemple, prend 10% du budget national. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Ce qui n'est pas le cas chez vous. Donc, il faudrait que vous m'expliquiez un peu ce qu'est le ministère important ici au Congo. Parce que ce qui est important, j'aurais aimé, un jour où je verrai la RDC confier le ministère des Affaires sociales comme un ministère prépondérant par rapport, par exemple, une vice-primature peut-être. Qui? Ministère des Affaires sociales. Oui, ça m'arrangerait qu'on s'occupe au moins des questions. On ne peut pas dire on va s'occuper du social de la population, mais quand vous regardez les budgets qui alloués à ces ministères, ça pose problème. Mais il ne faut pas me dire que Assemblée pour la République dirige ce pays. Assemblée pour la République n'est pas chef du gouvernement. Quand même. Apparemment, vous remettez en cause le leadership au niveau national ou au sommet de l'État. Non, je ne remets pas en question, mais par rapport au pragmatisme, je suis clair dans ce que je vous dis. Je suis en train de voir ce qui s'est passé au Congo. Si on fait encore une année en arrière ou 2 ans, 3 ans en arrière par rapport à la situation de 2018, mais vous allez dire que les lignes bougent, mais peut-être que ça ne bouge pas suffisamment. La gratuité ne vous dit pas quelque chose? La gratuité, parlons-en, la gratuité. Oui. C'est une initiative qui est louable. Est-ce que cette initiative a eu une planification? Je me pose des questions. Parce que quand j'entends les parents en face de moi à Lingualégé, une école qui fonctionne, où la directrice de l'école qui est une religieuse me disait, écoutez, M. Raphaël, dans une école, dans une classe où il y avait 35 élèves, et maintenant on en a 60. Je me pose la question de la capacité ou de l'expertise que les enseignants qui avaient du mal à enseigner 35 élèves, comment on va faire cette magie-là? Ils vont commencer à s'occuper des 200 élèves. C'est une bonne idée. C'est une bonne initiative, mais au niveau de l'applicabilité, au niveau de la planification, ça me pose problème. Je ne veux pas qu'on forme demain une jeunesse qui est bâclée, où la tête ne servira à rien. En fait, la gratuité, c'est un processus, monsieur Wemakonga. C'est un processus, je suis tout à fait d'accord. Que nous devons tous soutenir. Eh bien, je soutiens, je suis tout à fait d'accord. Peut-être les douleurs d'enfantement, ça va passer certainement. Ah ben, à ce que je sache, le ministre actuel avait dit qu'il y avait suffisamment de moyens. Et nous attendons voir bientôt le 4 octobre, il y a rentrée scolaire. Oui. Nous allons voir si, par rapport à la situation l'année passée, vous souhaitez voir les enseignants qui menacent déjà aller en grève apparemment. Ça fait l'affaire des ensembles. Je ne souhaite pas. Oui. Mais écoutez, il faut à un moment donné qu'on arrive dans ce pays à récompenser la méritocratie. Les enseignants doivent avoir un salaire qui correspond à ce qu'ils rendent comme service à la nation. Mais apportez votre contribution pour la réussite de ces je reviens, vous avez dit tout à l'heure, le Premier ministre a fait une déclaration à un moment donné en disant il faut qu'on diminue, le temps de vie. Voilà. Et là, nous souscrivons. C'est une approche que nous voulons, que peut-être on peut réorienter le fonds ou le moyen de la République vers d'autres secteurs qui ont été longtemps marginalisés. C'est important. La baisse de prix des vols au niveau national, ça nous dans les secteurs d'aviation civile, aussi. Ça bouge. Oui. Ah ben c'est une bonne initiative. Si j'interviens encore, vous allez me dire c'est le douleur d'enfantement. Laissons voir à l'histoire si tous les coins de la République, mais permettez-moi de vous dire que dans mon coin au Sankourou, il y a de vols qui n'arrivent pas. Et pas plus tard qu'hier, là-bas, parler à cette population de la diminution de billets d'avion, ils vont vous dire, écoutez, c'est de la fiction. Là où Congo Airways arrive, peut-être il y a diminution de prix, mais vous pouvez le vérifier auprès des agences d'aviation. Vous allez voir qu'il y a certains coins de la République où les prix n'ont pas du tout bougé. Et ça, nous disons, nous sommes dans ces institutions, nous allons faire comprendre notre point de vue que ça doit être sur toute l'étendue de la République. Ce n'est pas normal que d'autres coins de la République sentent la diminution et certains coins du pays, il n'y a pas de diminution. Non. John, nous avons un cas concret qui va faire l'unanimité. Oui. La régularisation de la situation des fonctionnaires dits nouvelle unité sur l'ensemble du pays, c'est déjà chose faite. La majoration de leurs revenus, c'est déjà chose faite. Pour ça, au moins, il y a unanimité. Vous ne pouvez pas remettre en cause ces cas.
Vous dites qu'il y a régularisation. Régularisation des agents fonctionnaires de l'État, dit nouvelle unité. Sur toute la République. Sur toute la République. Eh bien, Il y a la majoration de leur rémunération. Ça, au moins, vous pouvez voir et applaudir, ne fût-ce qu'une fois. Eh bien, écoutez, il n'y a pas question d'applaudir ou n'est pas applaudir. Pour une fois. Je ne suis pas là, un distributeur d'applaudissements. Non, membre du gouvernement. Comme membre du gouvernement. C'est votre gouvernement. C'est votre gouvernement. Je vais me renseigner auprès de ces départements pour savoir, mais à ce que je sache, il y a encore des réunions. Vous avez parlé tout à l'heure ici, monsieur le journaliste, vous avez évoqué que les enseignants menaçaient d'aller en grève. Alors ça m'étonne que les enseignants menacent d'aller en grève, alors qu'on a régularisé ceux qui sont de nouvelles unités. Alors qu'il y a cette problématique de l'augmentation substantielle de la rémunération des enseignants. Donc je ne sais pas si les informations que vous me donnez sont crédibles. Ah ben je reviendrai sur ce plateau et je dirai, écoutez, c'est quelque chose qui a été bien fait. Mais si je n'ai pas des éléments concrets à ma disposition, acceptez que je garde cette liberté et je reviendrai. En tout cas, cette fois-ci au moins, Raphaël Ouemakonga sera convaincu. La lutte contre les détournements des deniers publics avec les travails des titans, l'inspection générale des finances. De ces côtés-là, vous applaudissez quand même des mains. Vous savez, attaquer républicain, nous devons combattre la corruption. Oui. C'est quelque chose qui ruine le peu de richesses que la République peut disposer. Voilà. Mais nous n'acceptons pas que ce travail-là soit sélectif. Je vis à travers le média. Je cite M. Katende, qui est défenseur de droits de l'homme. Son tweet de ce matin, il a dit ceci, je cite, « Je vous avais prévenu que M. Eteni Longondo, ce n'était qu'une distraction, il sera libéré. » Chose faite. Liberté provisoire, hein? Provisoire. Liberté provisoire. Oui. Permettez-moi de vous rappeler qu'on a assisté dans ces pays, au sommet de ce gouvernement, il y a des responsables politiques qui ont sollicité des libérations provisoires des dizaines de fois. On a refusé. Pourquoi ce traitement-là? Et à part monsieur que vous venez de citer, M. Eteni Longondo, l'ancien ministre de la Santé, je n'ai pas souvenir qu'il y a quelqu'un qui a été cité dans le détournement qui a été libéré, ne fût-ce que de façon provisoire. Tous croupissent en prison. C'est là où la question que nous nous posons. Est-ce que l'IGF est au service d'un cas politique ou l'IGF est au service de la République? Apparemment, l'IGF, c'est à vous attendre, à vous suivre sur les lignes. l'IGF travaille pour l'union sacrée. Ah, je ne sais pas si je n'ai pas dit ça. C'est ce que vous dites. Une sorte de chasse aux sorciers. Mais si tu es membre de l'Union, tu es épargné, selon vous. Mais je vous rappelle. Si vous n'êtes pas membre de l'Union, vous êtes... Monsieur Alighiété avait rappelé lors d'un passage dans une émission qu'il a dit que c'est un service qui émane directement de la présidence de la République. Tout à fait. Il a dit qu'il reçoit des orientations de la présidence, de qui il dépend. Vous comprenez? Oui. Donc, il faut faire la part de choses. À partir du moment où la présidence de la République est une institution, et vous mélangez, vous dites non, il dépend du gouvernement de l'Union sacrée. Non, ça c'est des raccourcis que vous êtes en train de faire. Je ne me permettrai pas de vous laisser dire ça, mais je voudrais quand même retracer un peu l'histoire. L'IGF, il y a d'autres services de contrôle dans ce pays. Où est passée la Cour de comptes? Oui, la Cour des comptes. Où est passée d'autres structures des comptes? Parce qu'aujourd'hui, on entend tout le monde qui parle l'IGF. C'est devenu un super... L'IGF renaît de ses cendres. C'est une vieille institution. L'IGF a toujours fonctionné dans ce pays. Peut-être l'IGF qui fonctionnait hier ne faisait pas autant de publicité et ne condamne pas. C'est une question de publicité ou d'efficacité. Je ne crois pas qu'il y ait de l'efficacité. Oui. Je pense qu'il y a trop de publicité et l'IGF... Trop de tapage. Trop de tapage et l'IGF se permet de condamner parfois à l'avance. On dit, on a contrôlé, son travail se limite à la vérification de moyens de l'État qui sont disponibilisés au niveau des administrations ou des institutions. Mais c'est ce qu'elle a toujours fait. Non. Permettez-moi de vous dire que maintenant on attend, par exemple, le cas de M. Eteni Longondo, c'est l'IGF qui nous avait dit que non, ils ont transmis, on demande au procureur de... Oui. Voilà. Et c'est les parquets qui s'occupent maintenant. Mais on n'a pas demandé à M. Alighiété de faire ça, ce n'est pas son job.
Son job, c'est auditer, contrôler, vérifier et faire rapport Mais à si qui les le faits droit. sont établis, si les faits sont établis Alors, d'après l'IGF. alors, si alors l'IGF devient le juge, je vais bien vous suivre qu'il fait bien son travail. Mais à partir du moment où vous regardez la classification, les responsabilités qui sont confiées à l'IGF, je pense qu'il n'appartient pas à l'IGF d'établir des responsabilités. L'IGF n'est pas un juge. Parce que l'IGF, lorsqu'on va... Je voudrais vous dire une chose, est-ce que l'IGF, dans ses attributions, quand il vous dit on a réhabilité le salon, je ne sais pas, de leur bâtiment, qui va aller contrôler pour savoir combien a été mis pour cette réhabilitation? Il y a un problème. Et on a l'impression que c'est une structure, c'est une superstructure qui a tout le pouvoir. Si le contrôle est fait pour rentabiliser, pour que les revenus reviennent dans les caisses de l'État. Ah, nous saluons ce travail, mais nous disons que l'IGF ne peut pas servir de bras droit à un camp politique pour affaiblir les autres. La politique, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'on fasse la politique autrement. Nous profitons de cette occasion pour vous dire que nous venons en politique, nous qui sommes jeunes, et vous, le média, vous avez la responsabilité de nous accompagner. Quand vous assistez à des conférences, M. Alinguete, veuillez lui transmettre qu'il va loin par rapport à ses missions. Les super flics. Voilà. Il faut lui dire, si on était à Paris, où on a un pôle financier, par exemple en Belgique, et c'est des enquêtes qui sont initiées de mois et de mois, et vous ne les attendez pas. Vous ne les attendez pas à venir faire de la promotion, du tapage. On a fait ceci. Permettez-moi de vous dire, est-ce que vous avez une idée, vous qui êtes journaliste, il y a combien que l'IGF va renflouer dans les caisses? Tout cela va se déterminer avec les budgets. Parce que j'ose croire, lors de l'entretien du chef de l'État à Goma, il a dit que les enquêtes, la manière dont ils sont... le chef est très satisfait. Non, le président, j'ose croire qu'il n'a pas dit qu'il était satisfait. Il se pose la question si les gens qu'on arrête remettent un peu dans les caisses de l'État. Et ça, je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde avec le chef de l'État. On n'a pas encore vu suffisamment de moyens rentrer dans les caisses de l'État. Alors, Ali Malik, pour atterrir, le 15 septembre, c'était la rentrée parlementaire, session budgétaire certes, mais qui sera marquée par une marche de la plateforme politique ou de la coalition politique de la MOCA, qui exige la dépolitisation de la CENI. Il y a entre autres les refus catégoriques d'un quelconque glissement. Oui. Ça, on vous prévient déjà. Bref, il pense que le processus est déjà biaisé. Alors, une occasion pour nous d'interroger M. Wemakonga Raphaël, qu'est-ce qu'il pense du processus électoral actuel? Je pense que le processus électoral, la façon dont il est conduit au niveau... les choses sont menées ne satisfait pas beaucoup de monde. Et nous nous posons la question de la crédibilité qui va sortir au moment des échéances électorales. C'est pourquoi nous remettons encore cette question au centre. Nous espérons que lors de cette rentrée parlementaire, cette question va être résolue et qu'ils doivent tenir compte de l'expertise de l'Église catholique, de l'Église du Christ au Congo et d'autres plateformes politiques. Il faut que la vision... Mais je vous rappelle que toutes les confessions sont égales, non? De ces côtés-là. Je vous rappelle, et si vous pouvez lire... sont égales, une confession, une voix. Non, et oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je vous rappellerai que vous pouvez aller lire l'article 10 ou la ligne 10 qui gère la plateforme, la charte des confessions religieuses. Quoique, chaque confession a une voix, mais chaque confession ne remplit pas la ligne 10 de cette charte. Combien de confessions ont une représentativité ou une expertise avérée en matière électorale? Est-ce que vous avez vu l'église kimbanguiste ou l'église, la confession de musulmans vous a apporté une observation électorale dans ces pays? Soyons sérieux. L'église de réveil, qui nous voyons aujourd'hui, prend le leadership et vous dit, écoutez, nous devons quand même être conscients que l'Église catholique a toujours accompagné ce pays dans de luttes. Et dire aujourd'hui que toutes les confessions ont la même... Tout à fait. Non, non. Elles sont égales. Mais la charte et la ligne 10, vous l'avez évoqué, spécifie qu'est-ce qu'on appelle une confession. Est-ce que les églises de réveil, parlons des églises de réveil, et tout le monde peut se prévaloir, je suis église de réveil.
Mais l'église de Réveil, vous avez déjà vu une mission... Elle est partout. Elle est partout, cette église. Oui. C'est-à-dire partout, elle est où? Bien implantée sur l'ensemble du territoire national. Et puis, je ne sais pas si c'est le fait qu'il y a des églises dans le coin des Ries et parce qu'on fait trop de bruit, vous croyez qu'elles sont partout. C'est ça l'église. Alors je vous concède. Oui. Mais moi, je préfère avoir une église catholique sur une avenue que d'avoir 1000 églises de Réveil qui font trop de bruit parce qu'ils nuisent. C'est complexe, messieurs Ouema Konga. Je n'ai pas de complexe. C'est du néocolonialisme. Alors, vous croyez que l'église catholique... Des églises importées, tout ça. Des églises importées. Oui. L'archevêque de Kinshasa, vous croyez qu'il dépend de la diaspora ou de la Belgique? Est-ce que c'est au nom du Vatican? Oui. Ah mais ça c'est une structure. Là vous parlez de la structure hiérarchique de l'Église catholique. Il n'y a pas d'importation. Quand on vous dit, écoutez, ne tuez pas, je ne vois pas en quoi c'est quelque chose, c'est une valeur que nous partageons, nous deux. Toutes les églises partagent la même valeur ou les mêmes valeurs. Aucune église n'encourage à ses adeptes, à ses fidèles de tuer. Je ne vais pas rentrer dans des détails, mais nous voyons jour et nuit ce qui se passe avec nos églises de réveil. Même à l'église catholique aussi, nous avons des choses à dire aussi sur cette église catholique. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Ils sont tous humains. Mais je ne me permettrai pas d'étaler ici, et ce n'est pas le but de l'émission, tout ce que nous voyons jours et nuits à travers ces églises-là. Ce que je voudrais juste rappeler, que ce processus, et nous estimons, nous pensons que ça va déboucher sur un accord de façon consensuelle pour qu'on aille aux élections. Vous vous rappelez, tout le monde a décrit les élections de 2006, de 2001, de 2018. Et le président de la République lui-même a dit que nous voulons des élections crédibles. Et cette crédibilité commence maintenant. Et nous attendons du Parlement d'être clair dans les orientations et arrêter avec cette commission paritaire qui n'a pas apporté quelque chose d'important dans leur démarche. Maintenant, il est temps qu'on revienne sur la table des négociations, on discute ensemble pour mettre en place des dirigeants de la CENI pour que demain, on ne nous parle pas de glissement. Parce qu'en 2023, il faut qu'il y ait des élections. Et le président Katumbi a été clair lors de sa sortie sur Jeune Afrique et France 24. Ce n'est pas une demande que nous faisons, on doit respecter la Constitution. Nous devons respecter... Du déjà entendu. Ah ben c'est du déjà entendu, mais nous rappelons qu'en 2023, il faut qu'il y ait des élections dans ce pays. Mais ce n'est pas les mêmes politiques qui aujourd'hui plantent déjà les décors du glissement. Surtout que la loi qui est à la base de la réforme actuelle promulguée par le chef de l'État vient d'un membre actif d'ensemble. L'actuel ministre des Changements, porteur des Affaires étrangères. Vous voulez parler de M. Lutundu? Non, non. Porteur de ces projets je ne vous laisserai pas. Je ne vous laisserai pas. Porteur de ces projets de loi. Je ne vous laisserai pas dire ça. On doit l'appeler loi Lutundu. Heureusement qu'on ne l'a pas appelé loi Lutundu là, parce qu'il ne reste que de nom de loi Lutundu là, parce que tout ce qui a été tripoté là, c'est autre chose que ce que rien à voir avec Lutundu. Non. Ben, écoutez, les éminents députés, vous avez attendu, il y a beaucoup de gens qui se sont suffisamment parlé sur cette question. Ils ont parlé de la loi Lutundu là. Ce n'est plus la version originelle de ce que Lutundu a proposé. C'est une autre forme. Et vous avez suivi la communication du président de la PAJ. Vous savez ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas eu de loi par rapport à la vision de Lutundu là. Ça a été modifié et malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de venir défendre sa loi parce qu'il avait d'autres charges. Non, parce qu'il était déjà membre du gouvernement. Ah mais voilà, vous avez tout compris. Donc, ce qui est là dans cette loi, ce n'est pas la loi Lutundu là, mais c'est autre chose. Monsieur Raphaël Ouema Konga, cadre Ensemble pour la République, résident à Bruxelles en Belgique, on atterrit en beauté. Votre conclusion? Écoutez, c'est un réel plaisir de vous rencontrer sur ce plateau. Et nous sommes en politique. C'est pour le bien-être de cette population. La population congolaise a tant souffert. Et nous voulons apporter en plus. Et Ensemble pour la République est prêt. On a une vision pour aider ce pays à décoller. Et compter sur Ensemble pour la République, nous allons aligner des candidats. Et en 2023, nous allons nous retrouver. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, Ali Mali. Et que Dieu bénisse aussi nos téléspectateurs pour leur fidélité. Tout à fait, tout à fait. On dit quoi?
Merci beaucoup pour la fidélité. Merci à M. Raphaël pour la confiance. Cadre ensemble pour la République, résident à Bruxelles, en Belgique. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup, M. d'avoir John. été Je là. vous dis que vous êtes suivi beaucoup en Europe et la diaspora compte évidemment sur vos points de vue. Ne vous laissez pas intimider. La démocratie a de prix et tôt ou tard, la République vous sera reconnaissant. Merci Continuez ce combat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La rediffusion déjà c'est jeudi à partir de 11h. Retrouvez Alima et moi les mercredis prochains, même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir. Merci beaucoup.